Malgré les condamnations internationales, le président russe a signé ce vendredi l'annexion des 4 régions ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Zaporijjia et Kherson. L'Union européenne s'accorde sur un ensemble de mesures pour limiter les coûts de l'électricité. En revanche, les 27 ne s'entendent pas sur le plafonnement du prix du gaz. Les prix ont augmenté de 10% sur un an dans la zone euro. Une inflation record qui est partie pour durer. Malgré les condamnations internationales, le président russe a signé ce vendredi l'annexion à la Russie des 4 régions ukrainiennes de Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Lugansk. La signature a eu lieu au Kremlin après un discours de Vladimir Poutine. Le président russe qui a déclenché la guerre en Ukraine a appelé Kiev à cesser immédiatement les hostilités. Nous exhortons le régime de Kiev à cesser le feu, à mettre fin à la guerre qu'il a déclenchée en 2014 et à reprendre les négociations. Nous sommes prêts à négocier, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Cependant, le choix des habitants de Donetsk, Lugansk, Zaporijjia et Kherson n'est pas sujet à discussion. La Russie ne trahira pas ce choix. La signature de l'annexion des régions ukrainiennes a immédiatement fait réagir Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a déclaré qu'il ne négocierait pas avec la Russie tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir. Il réclame l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Nous sommes des alliés de facto. Aujourd'hui, l'Ukraine demande une adhésion accélérée. Nous savons que c'est possible. Nous avons vu comment la Finlande et la Suède ont emprunté la voie sans plan préalable pour devenir membres de l'Alliance. Et cela est juste et le sera aussi pour l'Ukraine. Ce vendredi, les dirigeants des pays de l'Union européenne ont réagi et dit rejeter et condamner ce qu'ils qualifient d'annexion illégale par la Russie. Nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons jamais les référendums illégaux que la Russie a organisés comme prétexte pour cette nouvelle violation de l'indépendance de l'Ukraine, ont affirmé les 27. Au moins 30 personnes ont été tuées et plus de 80 autres blessées ce vendredi dans la frappe qui a touché une colonne de voitures de civils dans la région de Zaporijjia, selon la police ukrainienne. Après cette frappe, Volodymyr Zelensky a qualifié la Russie de terroriste et de racaille sanguinaire. Des sauveteurs travaillaient sur place, ils étaient 50 salariés avec 10 voitures. Ils ont aidé à évacuer les blessés, ont transporté les corps. Avec la police, nos secouristes ont pu étudier le lieu de l'attaque. La Croix-Rouge était aussi au travail. 240 voitures devaient évacuer la ville au moment où l'attaque aérienne a eu lieu. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné sur Twitter l'attaque odieuse de la Russie contre un convoi humanitaire. Moscou, pour sa part, dément être responsable. Avec l'annonce de la mobilisation en Russie, des dizaines de milliers d'hommes, de peur d'être enrôlés dans l'armée, tentent de fuir vers l'étranger. Face à cet afflux, la Commission européenne a demandé aux 27 de réduire au minimum la délivrance de visas aux citoyens russes. Les États membres doivent procéder à une évaluation très approfondie. Et si une personne peut constituer une menace pour la sécurité ou pour les relations diplomatiques de certains États membres, cette personne ne devrait pas recevoir de visa. Si une personne, un citoyen russe, a l'intention de rester plus de 90 jours dans l'UE, il ou elle ne devrait pas recevoir de visa. On estime que 200 000 citoyens russes ont fui vers les pays voisins depuis l'annonce par Vladimir Poutine de la mobilisation. Ils sont en majorité partis vers la Géorgie, l'Arménie ou le Kazakhstan, voire même en avion jusqu'en Turquie. La frontière finlandaise avec la Russie a été fermée ce vendredi aux Russes munis d'un visa de tourisme. Helsinki estime que leur entrée sur le territoire mettra en danger ses relations diplomatiques. Une prise de position critiquée par les défenseurs des droits de l'homme qui pointent les risques encourus par ceux qui tentent de s'échapper. Ces fuites de gaz ont été découvertes lundi. Depuis, ces bouillonnements allant de 200 à 900 mètres de diamètre peuvent être observés à la surface de la mer Baltique. Selon un rapport officiel du Danemark et de la Suède, des explosions sous-marines correspondant à des centaines de kilos de TNT ont visé les gazoducs Nord Stream 1 et 2
confortant la thèse du sabotage. Des explosions de magnitude 2,1 à 2,3 sur l'échelle de Richter selon des enregistrements. Lorsque nous concevons et construisons ces gazoducs, nous prenons en compte l'évaluation des risques de tempêtes massives, de débris comme l'ouragan en Floride, des débris qui peuvent endommager les structures. Donc cela n'a pas pu provenir de quelque chose comme ça, car ils sont conçus et construits pour résister à cela. Conséquence de ces immenses fuites, de grandes quantités de méthane se sont échappées, ce qui contribue au réchauffement climatique. Environ 80 000 tonnes se sont propagées dans l'atmosphère selon les estimations, soit plus de 4 fois les émissions annuelles du secteur pétro-gazier de la Norvège, un des principaux producteurs d'hydrocarbures en Europe. Ce n'est donc pas comme s'il s'agissait d'un polluant très localisé qui serait vraiment dangereux pour les habitants de la Suède et de la Norvège. C'est quelque chose qui va être véhiculé dans le monde entier, qui va se diluer. Mais cela signifie également que plus de gens vont être affectés dans le monde. À Bornholm, l'île danoise de la mer Baltique, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres seulement de l'une des fuites, la population reste calme. Nous mesurons en permanence le gaz pour voir si quelque chose entre par ici et il semble que les choses vont dans la bonne direction. D'après le rapport de Stockholm et de Copenhague, les 2 fuites de Nord Stream 1 devraient s'arrêter dimanche, mais on ne sait pas quand cesseront celles de Nord Stream 2. Des mesures d'urgence pour atténuer l'envolée des prix de l'électricité. Les ministres de l'Union européenne en charge de l'énergie ont approuvé vendredi à Bruxelles un ensemble de dispositions pour contrôler la facture énergétique. Ce paquet comprend un plafond des revenus fixé à 180 € par mégawattheure pour les énergies à faible coût de production comme le nucléaire ou les ressources renouvelables, une taxe de 33% sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les fournisseurs d'énergie fossile et une réduction obligatoire de 5% de la demande en électricité. Mais des actions supplémentaires sont nécessaires pour contrôler les prix du gaz. La négociation s'annonce difficile entre les États membres sur la réalisation d'un tel dispositif. Intervenir sans causer de dommages ailleurs n'est pas une chose facile. Et cela nécessite un certain temps. Au moins 15 pays membres, dont la France et l'Espagne, défendent le principe d'un plafonnement du prix du gaz sur toutes les importations pour limiter la hausse des coûts. En face, l'Allemagne et les Pays-Bas ne veulent pas entendre parler de cette option et font valoir un risque de perturbation sur les approvisionnements. Fixer un prix plafond sur le gaz ne peut s'appliquer que si vous êtes en mesure de dire ce qu'il se passe s'il n'y a pas suffisamment de gaz qui arrive en Europe. Parce que c'est ma contre-question. Et la seule réponse que j'entends en permanence est que la pénurie sera alors partagée à travers l'Europe. Mais je pense que ce n'est pas politiquement soutenable. Cela amènerait l'Europe à ses limites, probablement à sa fin. Il est important de réagir pour éviter de tomber dans le piège du cercle vicieux parce que nous n'agissons pas. Il y a ceux qui considèrent qu'ils peuvent continuer à vendre à n'importe quel prix parce que nous sommes prêts à acheter à n'importe quel prix. Et cela finit par générer une tension très importante sur notre demande industrielle parce qu'on ne peut pas payer et cela entraînera la faillite d'entreprises. Les États membres demandent à la Commission européenne de faire de nouvelles propositions et de prendre en considération les appels faits par les ministres en charge de l'énergie. C'est un seuil symbolique que la zone euro vient d'atteindre. Les prix ont augmenté de 10% sur un an, selon les chiffres d'Eurostat. Une inflation record au-delà des prévisions qu'il a fixées déjà à 9,7%. Dans le détail, sur la même période, parmi les 19 pays qui partagent la monnaie unique, les prix de l'énergie ont augmenté de près de 41%, la nourriture, l'alcool et le tabac de 11,8%, les biens manufacturés sont en hausse de quasiment 6% et les services d'un peu plus de 4%. La France reste le pays où l'inflation est la plus maîtrisée, 6,2%, grâce à des mesures de protection des consommateurs et notamment une baisse des tarifs des carburants en septembre. L'Allemagne se situe, elle, un peu au-dessus de la moyenne, alors que les pays baltes sont eux touchés de plein fouet, avec des chiffres atteignant plus de 20%. Ce phénomène est d'abord lié aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et au choc des tarifs de l'énergie, qui s'est aggravé avec les conséquences de la guerre menée par la Russie en Ukraine.